Bonsoir. Alors, je vais commencer et je vais démarrer avec un paradoxe. Vous connaissez tous cette image extraite du film Wall-E de Pixar. Et le paradoxe, c'est qu'on vit dans une civilisation qui est très avancée sur le plan de la recherche scientifique, de la recherche médicale. On a une espérance de vie qui augmente sans cesse. Et pourtant, nous sommes une civilisation malade qui n'a peut-être jamais été aussi malade. Donc c'est vraiment une énigme. Alors, de quoi je parle? Ici, je ne parle pas du Covid, je ne vous parle pas des maladies infectieuses, choléra, tuberculose, etc. Tout ça, ça a été effectivement éradiqué par la médecine, par les progrès, les vaccins, etc. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Mais là, je vous parle des maladies de civilisation, des maladies dites de civilisation, qui sont des maladies chroniques, qui minent littéralement les populations. Quelles sont ces maladies? Ce sont des troubles métaboliques. C'est un terme un peu qu'il faudrait explorer, mais bon, j'ai pas le temps. Mais c'est par exemple le diabète, alors l'obésité, ce qu'on voit ici, donc l'obésité, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives, Parkinson, Alzheimer, les maladies auto-immunes, les maladies de la thyroïde, l'infertilité, la dépression, etc., etc. La liste est longue. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, on est dans des sociétés vieillissantes. C'est vrai, mais le problème, c'est que en fait, ces maladies, elles apparaissent de plus en plus tôt dans la vie des gens. Et il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés. Donc, c'est une vraie question. Alors, quelques chiffres. Vous voyez, en rouge, les 15%, ce sont les maladies transmissibles. Alors, les causes de décès par maladies transmissibles, elles se sont vraiment réduites alors qu'elles étaient majoritaires au XXe siècle. Elles ont quasiment disparu. Et par contre, les 3/4 des causes de décès dans le monde, ce sont les maladies non transmissibles, celles que je viens d'évoquer. C'est encore plus flagrant en France. En France, vous voyez, il n'y a plus que 5% de maladies transmissibles et 88% de maladies non transmissibles. Donc c'est énorme. Alors après, si on regarde dans le temps, la progression, elle est exponentielle. Concernant le Covid-19, les principaux facteurs de comorbidité, vous les voyez, c'est les maladies de civilisation. C'est les pathologies cardiaques, l'hypertension, le diabète, les pathologies respiratoires, rénales, neurologiques, l'obésité. Et en fait, un autre chiffre, c'est que 93% des Américains qui sont allés à l'hôpital pour un Covid étaient déjà atteints par une ou plusieurs de ces maladies. Et donc, c'était, en fait, on pourrait dire, des morts en sursis. La progression du diabète en France et dans le monde, donc là, comme je vous disais, elle explose. Et le diabète, c'est une maladie de l'insuline. C'est-à-dire c'est une défaillance de l'insuline. L'insuline ne parvient plus à réguler le taux de sucre dans le sang, elle s'épuise ou elle n'est plus efficace. Mais en fait, cette défaillance de l'insuline, ce n'est pas la cause fondamentale, ça n'est jamais qu'un effet. Et c'est un effet de l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est-à-dire lorsque justement on ne cesse de manger, alors c'est sur des années, d'absorber des aliments trop sucrés, trop glucidiques, et que l'insuline, qui est l'hormone de régulation, s'épuise en fait à essayer d'abaisser ce taux de sucre. Alors je me suis amusé à prendre quelques images de Woodstock, ce grand festival de musique aux États-Unis en 1969. Il n'y avait pas d'obèses. On peut chercher, on peut regarder de près, il n'y avait pas d'obèses. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis et que vous allez par exemple à Las Vegas dans les piscines des grands hôtels, c'est absolument hallucinant de voir que des jeunes entre 20 et 30 ans sont déjà pour beaucoup obèses. On parle de 40 à 50%. Alors, en 1890, ça ce sont des chiffres aux États-Unis. En 1890, il y avait 1 pour 30. Un obèse pour 30, et en 2000, 1 pour 3. Donc, et vous voyez que ça ne cesse d'augmenter. Et
Ça concerne 2 milliards de personnes dans le monde, donc ce n'est pas juste un phénomène américain, hein, ça progresse aussi beaucoup, beaucoup en France et partout. Alors bien évidemment, l'obésité, c'est pas juste le fait de trop manger. Hein, et donc c'est pas un manque de sobriété. Hein, c'est pas parce que les gens sont pas assez disciplinés et sobres. Non, c'est vraiment parce qu'ils sont empoisonnés. Ils sont empoisonnés. Donc c'est de la malnutrition. C'est pas de la suralimentation, c'est de la malnutrition. Et ça pose la question de savoir, mais comment ça se fait? Voilà. Alors, je vais y venir. Hein. Et donc, là, vous avez une projection de ces maladies pour 2030 et 2050. Et vous voyez que ce qui augmente le plus, là, c'est la démence. Hein, c'est-à-dire que c'est la maladie d'Alzheimer. Et la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, elle est appelée diabète de type 3. Diabète de type 3, parce que c'est une maladie, en fait, c'est une maladie du sucre également. C'est-à-dire que voilà, le système ne fonctionne plus et finit par s'attaquer au système nerveux et au cerveau. Et le point commun entre tout ça, hein, l'hypertension, le diabète, le cancer, l'AVC, l'arrêt cardiaque ou la démence, eh bien, c'est le sucre. Alors, ce qui m'amène à cette phrase célèbre d'Hippocrate, médecin et philosophe de l'Antiquité, du 5e siècle avant Jésus-Christ, « Nous sommes ce que nous mangeons ». Mais alors, pour être quand même précis et nuancé dans mon propos, parce que sinon je vais me faire attaquer, mais c'est qu'il y a, dans ce que je vous ai montré, 2 facteurs de risque. Il y a 2 facteurs de risque. Le premier, il est comportemental, et ça, je ne vais pas du tout en parler dans ma présentation, mais il existe, et il faut évidemment le prendre en compte, c'est le tabac, l'alcool, la sédentarité. Ça, c'est le comportement. Et évidemment, ça constitue un énorme facteur de risque. Mais il y a un deuxième facteur de risque, c'est l'alimentation. Et c'est l'hyperglycémie. Et ça vient effectivement de... Alors, c'est là où je vais développer un petit peu, je vais faire le lien avec la monnaie, et on va s'interroger. Donc, comment reprendre le contrôle de notre santé, hein, de notre alimentation et de notre santé, et est-ce que ça a un lien avec la monnaie? Et qu'est-ce que Bitcoin peut faire? Voilà. Alors, je vais procéder en 2 étapes. Premièrement, je vais expliquer comment progressent les civilisations. Donc là, ça va être un exposé un petit peu théorique, philosophique, hein, aussi. Puis, je vais décliner les implications de ce que j'ai dit. Donc, sur la crise de civilisation avec l'État-providence, les conséquences sur l'alimentation et la santé, les faux coupables, les vraies solutions. Donc, premièrement, comment progressent les civilisations? Là, je m'inspire vraiment de grands philosophes, notamment des Lumières, de Montesquieu, de Voltaire, de Turgot, de Condorcet, etc., qui tous disent une chose fondamentale: il n'y a que 2 manières d'obtenir ce que l'on veut dans la vie. La première, c'est la guerre, c'est la violence, c'est le vol, la prédation, c'est donc l'état sauvage. Et la deuxième, c'est le commerce, l'échange libre et volontaire, où on est gagnant-gagnant. Alors que dans la guerre, c'est gagnant-perdant. C'est un jeu à somme nulle. Le commerce, c'est un jeu à somme positive, à condition que ce soit un échange libre. Alors évidemment, dans l'histoire, il n'y a jamais tout noir ou tout blanc, c'est jamais que la guerre ou que le commerce, il y a toujours un mélange des deux dans toutes les civilisations. Mais les civilisations progressent et laissent une trace dans l'histoire lorsque justement elles parviennent à augmenter la part du commerce et à diminuer la part de la violence et de la guerre. Un exemple type, c'est Athènes. C'est-à-dire qu'on voit que les Athéniens se sont consacrés à de nombreuses activités non productives, c'est-à-dire la philosophie, vous voyez, le débat à l'agora, la rhétorique, les sciences, les arts. Pourquoi? Parce que justement, c'était des sociétés commerçantes.
La Grèce, c'est un archipel d'îles, c'était des navigateurs, et donc ils ont développé en fait une activité commerciale dans toute la Méditerranée, et ils se sont considérablement enrichis. Alors bien sûr, il y avait l'esclavage, et tout le monde condamne l'esclavage, mais il n'y avait pas... C'est trop simple de dire c'est uniquement l'esclavage qui a fait leur richesse, parce que tout le monde pratiquait l'esclavage. Donc ce n'est pas du tout une spécificité. Non, ils étaient des commerçants. Et donc leur niveau de vie était tel qu'ils pouvaient se permettre justement de ne rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire de ne rien faire d'utile à la survie. Voilà. Et c'est ça, une civilisation qui progresse. C'est une civilisation qui parvient à se détacher de l'urgence de manger tout de suite, de l'urgence de la survie au présent, et qui est capable de se projeter dans le futur pour envisager l'amélioration du futur de nos enfants et des générations suivantes. Alors, il y a quelque chose qui est fondamental et qui a été très bien mis en lumière par l'école autrichienne d'économie. Cette fois, ce n'est plus la philosophie des Lumières, c'est vraiment toute cette philosophie qui s'est développée au XIXe et au XXe siècle autour de l'école autrichienne. C'est l'idée que la monnaie, c'est la matrice de la civilisation. C'est un outil fondamental. Pourquoi ? Alors, ici, une monnaie dure, c'est quoi ? C'est une monnaie qui est dure à produire, c'est une monnaie qui n'est pas inflationniste, c'est une monnaie qui est difficile aussi à falsifier. Et cette monnaie, elle va permettre de stocker la valeur, elle va permettre justement de transférer cette valeur vers le futur, et elle va réduire notre incertitude et notre insécurité, et elle va permettre justement de se consacrer à investir sur le futur. Et l'or, évidemment, a longtemps été élu par le marché comme la monnaie la plus solide. Et puis voilà, aujourd'hui, on a Bitcoin et on dit bien c'est l'or numérique. Alors, je fais ici un petit schéma pour vous montrer donc, comment ça fonctionne, cette espèce de cercle vertueux de la civilisation. Vous avez donc tout en bas de la pyramide les individus, les familles, les gens qui travaillent, et donc il leur faut des incitations. Il faut des incitations pour créer de la richesse et ne pas se livrer à la guerre, justement, et à la prédation. Eh bien, parmi ces incitations, il y a la monnaie, on vient de l'évoquer, il y a aussi le droit de propriété, qui est quelque chose de fondamental, l'assurance qu'on va respecter le fruit de mon travail. Et avec ces deux incitations économiques, on va pouvoir épargner, accumuler du capital et ainsi investir dans quelque chose de non utile immédiatement à la survie. Et ça va donc créer, par exemple, on va libérer du temps, on va libérer des ressources pour pouvoir étudier. Et plus on étudie, plus on est capable d'innover. Et plus on innove, plus on libère du temps. Et donc, vous voyez, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place. Alors, deuxièmement, les implications de la leçon. Donc, je vais rapidement évoquer les implications pour justement qu'est-ce qui fait que ce cercle vertueux que je viens de décrire se casse. Voilà. Qu'est-ce qui fait le déclin des civilisations, la crise de civilisation ? Selon moi, c'est l'État-providence. L'État-providence, c'est un État qui veut notre bien, mais qui veut notre bien à notre place. Et donc, qui va dépenser à notre place, qui va choisir à notre place, va faire des choix collectifs avec de la dépense publique. Et donc, il va falloir qu'il finance tout ça. Et donc, il va devoir capter la monnaie. Et ça, c'est quelque chose d'assez moderne, avec justement la naissance des banques centrales. Mais l'État-providence est un État qui oblige ses citoyens à utiliser un type de monnaie dont il est particulièrement facile d'augmenter la quantité. Alors, c'est justement plus une monnaie dure, c'est une monnaie facile, une monnaie gratuite, une monnaie qui ne coûte rien, qu'on va imposer à tout le monde, et ça va être une monnaie inflationniste. Alors, le dernier acte de cette capture de la monnaie, c'est 1971. Ça avait commencé bien avant, mais on retient souvent cette date de 1971. Bon, je passe sur l'histoire, mais je vous invite à découvrir un site qui est remarquable, que vous pouvez noter, WTF Happened in 1971. Et ce site, en fait, présente tout un tas de graphiques
qui montre qu'est-ce qui s'est passé à partir de 71, les changements. Alors, c'est des graphiques dans tous les domaines. La santé, l'économie, la culture, l'éducation, la famille. On trouve absolument tout. Et bien entendu, après, on peut faire un tri. Il y a du bon et du moins bon. Il y a des corrélations qui sont peut-être à critiquer. Mais en tout cas, on peut, là j'ai fait un condensé. On voit que le PIB a bondi, mais que la part revenant au salaire a chuté. Donc ça veut dire que l'argent s'est échappé quelque part. Elle n'est pas revenue dans les salaires. Elle est partie dans la finance, dans la spéculation financière, et d'où les énormes écarts de revenus qu'on voit se produire. Les prix des actifs ont explosé, c'est les actifs immobiliers et les actifs boursiers, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a de l'inflation, vous ne pouvez plus épargner, tout simplement. Vous ne pouvez plus épargner, votre argent se dévalue, perd sa valeur. Et donc, on va chercher une autre source, et ça va être pour placer l'argent, ça va être la spéculation. Donc, les épisodes d'hyperinflation se sont multipliés dans le monde entier, les monnaies se sont effondrées, le nombre de crises bancaires a augmenté, le taux d'épargne personnelle a chuté. Et là, les incitations à créer de la richesse, les incitations à épargner, les incitations à améliorer son futur, elles s'effondrent. Elles s'effondrent complètement. Alors, quelles sont les incitations perverses qui vont découler de cette fausse monnaie ? Eh bien, ça va être des incitations à l'hédonisme, au consumérisme, à la spéculation effrénée, parce que on a de l'argent qui perd sa valeur, donc il faut le dépenser. Et on va le dépenser n'importe comment, peu importe, du moment que ça fait plaisir, que ça satisfait cette espèce de besoin. Une référence aussi que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas, c'est Jacques Rueff. Jacques Rueff est un de nos plus grands économistes du XXe siècle français. Et dès 1947, il prédisait déjà, il anticipait cette espèce d'effondrement dans un livre qui s'appelle L'ordre social et dont on a extrait un petit livret intitulé Monnaie saine ou État totalitaire. Il disait donc la monnaie est un choix de civilisation. Si on fait le choix de l'inflation, et c'est le choix qu'on a fait malheureusement, l'inflation détruit tout. Elle détruit toutes les bonnes incitations et puis finalement, elle nous rend totalement esclaves et dépendants de l'État. Alors, j'en arrive à la question de l'alimentation. L'alimentation fiat, c'est une alimentation de basse qualité, une alimentation à bas coût, qui est financée par des subventions, et on va voir lesquelles. Alors, effectivement, les États ont mis en place des stratégies pour combattre l'inflation. C'est ironique, ils ne combattent pas l'inflation. Ils vont tout faire pour que les gens, simplement, ne voient pas l'inflation, ne la sentent pas. Donc, il va falloir masquer la hausse des prix des vrais aliments qui sont effectivement très sensibles à l'inflation. Parce que l'alimentaire, c'est le secteur le plus vital et c'est le premier poste de dépense. Et donc, on va faire la promotion de substituts industriels à bas coût. On va subventionner massivement la production de céréales et d'huiles végétales, justement, qui sont à forte marge et pas chères du tout à produire, pour remplacer les choses qui sont beaucoup plus chères et qui augmentent beaucoup plus avec l'inflation, la viande et les graisses animales. Et troisièmement, on va désigner de faux coupables, mais là, on va faire appel à des intellectuels qu'on va financer, qu'on va subventionner, et qui vont le faire à notre place. Et donc, je vais en parler après. Juste quelques graphiques, justement extraits du site dont je vous parlais. Vous voyez que l'indice des prix à la consommation à partir de 1971, il flambe. Et c'est là où vous comprenez que l'inflation ne date pas de 2020, elle ne date pas des dernières années et du Covid. Elle existe depuis 1971 et elle est provoquée par le phénomène que j'ai expliqué. De même, on peut voir donc la hausse des prix de l'électricité, des aliments et des fruits. Même chose. Le prix d'une canette, d'une boîte de conserve de tomates de soupe. Et donc, dans ces stratégies pour masquer l'inflation, on va, si on répercute
la hausse des prix sur les clients, ils ne sont pas contents. Hein, et donc, le mieux, ça va être de dégrader la qualité des ingrédients ou bien de réduire le volume et la taille des ingrédients. Il y a un certain nombre de substituts alimentaires qui vont être très subventionnés. C'est tout ce qui est dérivé des céréales, hein, les huiles, par exemple, végétales, hein, maïs, mais soja et tournesol, etc. La liste est longue. Et puis, tout ce qui est farine, sucre raffiné, etc. Tout ça, évidemment, est hyper inflammatoire. Et donc, il faut vraiment s'en méfier. Alors, pourquoi le prix de la viande a autant augmenté? Là, ici, vous avez le prix d'un Big Mac aux États-Unis, donc en USD. Pourquoi le prix de la viande augmente autant? Alors, je vais l'expliquer rapidement. C'est que pour élever de la viande et pour produire de la viande de bœuf, il faut des très grands espaces avec de l'herbe, parce que les vaches sont herbivores. Et d'autre part, il faut du temps. Donc il faut de l'espace, il faut du temps. Il faut du temps pour les engraisser avec de l'herbe. Hein. Et ça, c'est très coûteux. Voilà. Donc en fait, les marges ne sont pas très élevées, hein, dans cette industrie de l'élevage, et la rentabilité n'augmente pas tellement. Donc, deux solutions. Soit on élève les vaches dans des tout petits espaces, où elles vont naître et vivre serrées les unes contre les autres, et on les nourrit avec du maïs et de l'ensilage de maïs et des céréales, et ça c'est horrible, hein, c'est l'élevage industriel, c'est l'élevage intensif, et ça fait des vaches qui sont malades, qui sont obèses, et c'est ça ensuite qu'on va manger. En plus, on les pique aux hormones de croissance et aux antibiotiques. Bon. Donc ça, c'est la solution la pire. L'autre solution, c'est on va arrêter finalement de produire de la viande, et de la viande de bœuf, mais on va faire plutôt du porc ou des poulets, parce que ça, c'est beaucoup moins cher à faire. Ou alors, tout simplement, on va développer énormément la production de céréales. Et c'est ce qui s'est passé à partir des années 70. Donc, je reviendrai sur la pyramide alimentaire, mais vous voyez, hein, le nombre de troupeaux de vaches à viande a considérablement baissé à partir de 1970. Vous voyez que la production de poulet a grimpé. Et puis, vous voyez que la production ensuite d'huiles végétales et de ces différentes huiles végétales industrielles, hein, ce sont des huiles totalement industrielles. Je mets de côté l'huile d'olive qui, elle, est obtenue par pression à froid. On prend les olives, on les presse. Hein, voilà. Alors que là, non. Là, on fait subir, en fait, par exemple, au maïs, des transformations industrielles complexes. Hein, ce qu'on appelle l'hydrogénation. Bon. La consommation, du coup, n'a cessé d'augmenter et les dépenses de santé ont suivi. Alors, les faux coupables. Donc, je vous parlais effectivement de cette nécessité de trouver finalement des relais parmi les intellectuels pour vous dire que c'est bon pour votre santé de manger de la merde, entre guillemets. Hein, voilà, c'est bon pour vous, si, vous allez voir, ça va être très bien. Ah, par contre, la viande, ça, non, ça, c'est pas bon, mais pas bon. Hein. Alors, il y a eu, dans les années 70, dans les années 50-60, une crise assez importante de maladies cardiaques aux États-Unis. Par exemple, le président Eisenhower a eu une crise cardiaque. Alors, il a été sauvé une première fois, puis finalement, à la fin, il en a eu une deuxième qui l'a tué. Et en fait, les Américains se sont passionnés pour la question de savoir mais d'où ça vient, comment ça se fait, on n'avait pas ça avant, pourquoi maintenant on est tous menacés par des crises cardiaques. Et il y a un savant fou, qui a dit moi je sais, et qui a sorti une hypothèse complètement farfelue, mais tout le monde l'a cru. C'est l'idée que c'est en mangeant de la graisse que, on augmente son cholestérol, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein, c'est pas faux, parce que le cholestérol, c'est le transporteur des graisses. Donc plus vous mangez de la graisse, du gras, du bon gras, hein, des œufs, du bacon, plus votre cholestérol augmente. Ça, c'est mécanique. Mais le truc, c'est qu'il a cru que
le cholestérol bouchait les artères et que c'était ça qui causait les crises cardiaques. Alors en fait, c'est pas qu'il a cru, c'est qu'il a pris les pays qu'il a rangés. Il a fait une étude sur 22 pays, il n'en a retenu que 7. D'ailleurs, il a bien écarté la France, parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, en France, on avait tous un taux de cholestérol très élevé, mais il n'y avait pas de maladie cardiaque. Donc ça s'appelle le French Paradox. Notamment ici, dans le sud-ouest, on connaît. Les bonnes graisses, le confit de canard, tout ça. Donc ça, on aime. Mais c'est pas... Voilà, donc le French Paradox, ça lui a beaucoup déplu, donc ça, il l'a éliminé. Et en fait, on s'est aperçu, mais des années après, que ce truc était complètement faux. En revanche, les industries pharmaceutiques ont pu vendre leurs produits favoris, les statines, les médicaments anti-cholestérol, et ça a été la poule aux œufs d'or. Je crois qu'encore aujourd'hui dans le monde, il y a 200 millions d'utilisateurs des statines. Donc c'est le médicament le plus vendu au monde, tout simplement. Et ça continue. Pourquoi s'arrêter? Alors, diabolisation des graisses saturées, parce qu'on a dit, oui, ça cause... Alors, non seulement ça cause les crises cardiaques, mais ça cause le cancer. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a des nouveaux intellectuels Fiat, bien subventionnés avec l'argent Fiat. Ce sont certains écologistes qui vous disent, la viande de bœuf, comme Bitcoin, c'est ça qui cause le réchauffement climatique. Voilà. Alors, les vraies solutions. Alors, j'ai pas du tout de compteur, donc je ne sais pas où j'en suis, mais vous me direz. Les vraies solutions. Alors, dans ce dernier chapitre, j'insiste sur le fait que je vais parler de mon expérience, de mes recherches, et je ne prétends pas vous donner de conseils. Vous avez bien compris. Pas de conseils diététiques, non. Et je vous invite simplement à faire vos propres recherches et à ne pas faire confiance. Alors, il faut acheter du Bitcoin et de la bonne viande. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Et je dis bien de la bonne viande, la viande nourrie à l'herbe. Bon. Mais sérieusement, quand vous allez dans un supermarché, quel est le seul aliment qui ne soit pas glucidique et donc inflammatoire? C'est la viande et les produits animaux. Il faut élargir les produits animaux, le poisson également, les œufs, le fromage, la crème fraîche, voilà. Bon. Mais fondamentalement, tout le reste, c'est glucidique, tout le reste, c'est addictif, c'est marketé par l'industrie agroalimentaire. Alors, non, alors les fruits et légumes, évidemment, il y a de bons fruits et légumes, ça, je n'ai rien contre, bien sûr. Et pourquoi les bitcoiners aiment la viande? Eh bien, de même, alors c'est une sorte de parallèle, mais très fort, de même que Bitcoin est l'argent le plus sûr, eh bien de même, le bœuf est la voie la plus sûre vers une bonne santé. Alors ça, je sais que ça ne sera pas forcément compris par tout le monde, et je vais l'expliquer sur la question de la santé. J'ai quelques arguments quand même. Au-delà du fait que la viande n'est pas bourré de sucre comme la plupart des autres aliments. D'ailleurs, au passage, les fruits et légumes, méfiez-vous quand même, parce que les fruits sont sélectionnés génétiquement pour donner un maximum de sucre. Donc, il ne faut pas croire que parce que c'est naturel, c'est forcément bon pour la santé. Alors, une clé, la décentralisation. Pourquoi? Parce que plus vous achetez du Bitcoin, plus vous réduisez votre dépendance au système central des banques centrales, le système fiat. Plus vous mangez de la viande, de la bonne viande, plus vous réduisez votre dépendance. D'abord à la grande distribution, parce qu'il suffit d'aller chez votre boucher du coin. Bon, parfois, il y a aussi des bouchers dans les supermarchés, mais bon. Vous réduisez votre dépendance à l'industrie agroalimentaire qui est hyper centralisée. Vous savez, il y a juste, je sais pas, il y a 10 grosses sociétés qui dominent. C'est un vrai cartel, c'est comme le cartel bancaire. Il y a 10 grosses sociétés qui dominent tout le marché de l'agroalimentaire dans le monde. Et votre dépendance à l'industrie pharmaceutique. Alors, je reviens sur cette fameuse pyramide. En fait, cette pyramide alimentaire, c'est une recommandation diététique de l'USDA, c'est-à-dire du département de l'agriculture américain, qui est apparue en 1975. Voilà, cette première version, elle date de 1975, et vous constatez que la base de l'alimentation, c'est les céréales.
c'est les céréales et les féculents, les pâtes, le riz, enfin, tout ce qui est bourré de glucides. Et puis, on a remisé tout en haut pour que les gens en mangent le moins possible, hein, les bons produits comme la viande, les produits animaux et les graisses animales. Ça, bon. Et donc, pourquoi et comment on peut réfuter cette propagande? Alors, déjà, je vais dire un mot sur la question écologique, parce qu'on accuse les vaches de polluer, mais c'est faux. D'abord, il faut absolument distinguer l'élevage traditionnel en pâturage et l'élevage intensif, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et les vaches qui sont dans les prés et qui mangent de l'herbe, certes, elles émettent du méthane, mais beaucoup moins que si on les nourrit à l'ensilage de maïs, comme c'est souvent le cas. Et de plus, point très important, c'est qu'elles régénèrent les sols, elles fertilisent les sols, et donc elles font repousser l'herbe, les plantes, les arbres, et tout ça, ça capte le carbone, hein, ça capture le carbone. Alors c'est sur des années, bien sûr, hein, ce n'est pas instantané, immédiat, et à l'arrivée, le bilan carbone est positif. Voilà. Bon, donc parfois les calculs qui sont faits par les écologistes en fait, ne tiennent pas compte de cette distinction. Vous voyez? Bon. Et donc, alors, un autre argument, alors cette fois c'est un argument qui est plus général sur pourquoi nous sommes faits pour manger de la viande. Pourquoi c'est dans notre nature humaine, pourquoi nous sommes humains parce que nous avons mangé de la viande depuis des millions d'années. Alors, pour ça, il faut réfuter l'assimilation du singe et de l'homme. On dit souvent, l'homme descend du singe, c'est faux. C'est faux, l'homme ne descend pas du singe. Nous avons un ancêtre commun, commun à la branche des singes et à la branche des hominidés. Il y a un ancêtre commun, cet ancêtre commun, il remonte à 7 millions d'années. 7 millions d'années. Donc ça veut dire que ça fait 7 millions d'années qu'on a évolué indépendamment des singes et que notre corps s'est transformé. Et ce qui fait qu'effectivement les singes sont frugivores, hein, ça tout le monde le sait, et végétariens, on va dire, à dominante. L'homme, pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, nous avons le pH de l'estomac qui est le plus bas de tous les animaux, enfin, à l'exception du vautour, qui est un charognard. Hein. Ça veut dire que si le pH est bas, ça veut dire que notre estomac est hyperacide. Hyperacide, pourquoi? Pour pouvoir justement tuer les bactéries qui sont contenues dans les viandes. Hein. Donc ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est vraiment une trace indélébile de notre évolution pendant ces 7 millions d'années. Et puis, il y a un grand paléo-anthropologue français qui s'appelle Jean-Jacques Hublin, qui a fait toute sa carrière en Allemagne, aux États-Unis, dans des grands laboratoires de recherche, et qui aujourd'hui est titulaire de la chaire de paléo-anthropologie au Collège de France. Et vraiment, je vous invite à le découvrir, c'est passionnant. Et il s'est posé la question de savoir pourquoi notre cerveau est devenu aussi volumineux. Hein, c'est le plus volumineux de tous les mammifères. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis cela? Et sa réponse, elle tient dans l'alimentation. Dans l'alimentation. C'est parce que les humains ont quitté... Alors les humains, je dis les humains, c'est les ancêtres des humains. Hein, c'est que les premiers primates qui se sont séparés du singe ont quitté l'alimentation frugivore végétarienne et ont commencé à devenir des charognards, donc à se nourrir de viande morte. Puis, à partir de 2,5 millions d'années, c'est l'Homo habilis. Eh bien, donc là, on peut parler vraiment des premiers humains. Hein, eh bien, ils ont été capables de fabriquer des outils pour chasser. Donc ils ont inventé la chasse, et là ils ont commencé à se nourrir de très grands animaux qu'ils tuaient, la mégafaune, hein, ce qu'on appelle la mégafaune, hein, les mammouths, les bisons, etc., les caribous. Bon, donc ça j'ai dit. Donc là on voit effectivement l'évolution du cerveau. Hein, c'est à partir donc de l'Homo habilis, vous voyez, 2,5 millions d'années. Les premiers outils, donc la première vraiment intelligence, je dirais, technique, hein, et l'incroyable progression de la taille du cerveau. J'ai encore, ça s'arrête là, c'est l'heure. J'ai bientôt terminé. Si on se représente 2,5 millions d'années comme un terrain de foot, hein, qui fait 100 mètres, eh bien en fait la révolution agricole
qui date de 10 000 ans, eh bien, ne représenterait que cette petite bande orange que vous voyez de 50 cm. Donc c'est rien à l'échelle de notre histoire. On a commencé effectivement, à partir donc de 10 000 ans avant Jésus-Christ, à développer l'agriculture. Il y a deux raisons à ça. Première raison, c'est que les glaces avaient fondu, parce que pendant longtemps, l'Europe était recouverte de glace. Les glaces avaient fondu. Il y a eu un réchauffement climatique qui a permis de faire de l'agriculture. Mais pourquoi on l'a fait ? On l'a fait pour nourrir le bétail. Parce qu'en fait, il n'y avait quasiment plus de mammouths à tuer. Donc, on a commencé à élever le bétail. Pour élever le bétail, il fallait du foin, etc. Si on représente les choses autrement, si on condense 2,5 millions d'années en 24 heures, nous mangeons de la viande depuis 24 heures, nous mangeons du blé depuis 6 minutes, nous mangeons des aliments ultra transformés depuis 4 secondes. Mais ça veut dire que dire qu'on est végétarien et qu'on a toujours été, c'est faux. C'est absolument faux. Et je reviens à Jean-Jacques Hublin. Notre cerveau est coûteux en énergie. Il est hyper coûteux en énergie. Et si nous avons pu évoluer de cette façon, c'est parce que nous avons su trouver les moyens de le nourrir, ce cerveau, grâce justement aux animaux qui apportaient le plus d'énergie. Des animaux qui avaient justement du bon gras. Je conclus, et donc désolé si j'ai dépassé le temps. Je pense que revenir à la viande, c'est pas revenir au passé, c'est renouer avec notre nature humaine, tout simplement, avec ce que nous sommes, comme revenir à une monnaie saine, à une monnaie dure, comme Bitcoin. C'est pas revenir au passé, à l'étalon or, mais c'est renouer avec avec les incitations, comme je l'ai expliqué, les bonnes incitations qui nous permettent de progresser comme civilisation. Je vous remercie.